Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos mots d'accueil, chère Madame la maire, Johanna Roland, cher Pascal Boniface, cher Elie Comins. Merci à Tommy Dessine d'être là, à mes côtés. Vous le savez, vous pouvez l'applaudir. Vous le savez, Tommy Dessine va dessiner pendant toutes ces journées, et on s'est interrogé notamment avec Elie, est-ce qu'il doit dessiner sur la conférence inaugurale? Ben oui, il n'y a pas de raison que j'y échappe. Et comme vous le savez, comme ça a déjà été dit, je pense qu'un dessin, même parfois léger, même parfois un trait d'humour, peut et peut-être même doit accompagner un discours sur des sujets graves, et notamment sur le Proche-Orient. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette bande dessinée Histoire de Jérusalem, qui connaît un destin évidemment pour moi tout à fait stupéfiant. Je suis très heureux et très honoré d'intervenir en levée de rideau de cet événement qui est tourné vers le plus large public. Et effectivement, vous êtes très très nombreux. Les enjeux de restitution au grand public, je pense, sont plus importants que jamais. Ça a été dit. Il y a les réseaux sociaux, ce qui fait que nous avons tous dans notre main les moyens de capter de l'information et de produire de l'information et ou de l'opinion. Mais nous avons tous besoin de pédagogie, d'expertise, et sans doute plus que jamais. Cette expertise, elle ne peut plus être verticale, hein, on n'est plus dans le monde du discours surplombant. Je ne crois pas non plus qu'elle puisse être absolument horizontale. On ne peut pas tous être experts de tout. Moi, par exemple, je ne sais rien sur les métaux précieux. Voilà. Je suis heureux d'entendre quelqu'un sur les métaux précieux ou sur l'intelligence artificielle. Moi, je parle souvent d'une diagonale de l'expertise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à tisser ensemble cette nouvelle horizontalité qui est celle de cette démocratie participative, encore une fois permise par les outils numériques, mais avec quand même des intervenants qui ont une expérience de terrain. Et c'est un plaisir pour moi d'évoquer un souvenir que j'ai avec Elie Comins, le directeur du lieu unique. C'est peut-être quelque chose qu'il n'a jamais raconté ici. Mais avec Elie Comins, on s'est rencontrés il y a pratiquement 30 ans. Et il y a 25 ans, on animait ensemble une émission de radio sur une petite radio associative qui s'appelait Aligre FM à Paris. Et cette émission, elle s'appelait Rembobinage, une émission d'histoire. Et d'aujourd'hui, c'était une émission d'histoire citoyenne. Donc on a toujours eu, lui et moi, cette passion de la restitution. Alors j'interviens évidemment sur le Proche-Orient à un moment particulièrement dramatique, historique de l'histoire du Proche-Orient. On est à un point de bascule, et on est à un point de bascule véritablement aujourd'hui, vendredi 27 septembre après-midi. Est-ce qu'il va y avoir apaisement, désescalade, notamment à la frontière nord d'Israël, et également à Gaza, ou est-ce qu'il va y avoir embrasement? Tout le monde s'interroge, je ne sais pas, vous ne savez pas, et ce qui est peut-être encore plus inquiétant, les acteurs ne le savent peut-être pas non plus. Et c'est le moment, d'ailleurs, où on arrive véritablement à un point de danger, c'est le moment où les acteurs eux-mêmes et leurs agendas peuvent leur échapper, parce qu'au moment où je parle, je vais essayer d'échafauder avec vous des scénarios plausibles, mais au moment où je parle, un missile israélien peut tomber sur une école libanaise et tout embraser. Une roquette du Hezbollah peut tomber sur une crèche israélienne et tout embraser. Nous sommes dans une situation de guerre et donc les acteurs ne contrôlent plus totalement la situation. Nous en sommes là. Je voudrais, ceci étant dit, ne pas enfermer cette leçon inaugurale dans les frontières finalement assez étroites du Proche-Orient. Pour m'interroger avec vous, pour poser une question avec vous, une question très, très simple mais très évidente, je suis sûr que vous l'avez tous en tête. Pourquoi ce qui se passe au Proche-Orient nous touche tellement? Nous, toutes et tous. Quels que soient nos statuts, nos parcours, nos histoires,
pour ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas, ceux qui vont à la mosquée, à la synagogue, à l'église ou dans aucun de ces trois endroits. Pourquoi ce qui se passe au Proche-Orient nous touche autant? Pourquoi le Proche-Orient nous est si proche, finalement? On entend souvent une critique, et j'entends cette critique, elle est compréhensible. Pourquoi est-ce qu'on parle tellement du conflit israélo-palestinien? Pourquoi on en parle tellement plus que ce qui se passe pour les Ouïghours ou au Soudan? Et c'est vrai, on en parle beaucoup plus. Je vais simplement essayer d'expliquer pourquoi. Et je vais essayer d'expliquer aussi pourquoi la communauté internationale a une responsabilité toute particulière dans ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, non seulement en Israël, à Gaza, mais aussi à la frontière avec le Liban. D'abord, je vais essayer de donner quelques explications factuelles. Une explication, on pourrait dire socio-démographique, qui vaut pour la France. La France abrite de très loin la plus importante communauté juive et la plus importante communauté musulmane d'Europe. Pour ce qui est de la communauté juive, par exemple, il faut que vous sachiez qu'il y a 7 millions de juifs en Israël, à peu près, un peu plus de 5 millions aux États-Unis, et ensuite 500 000 en France. Et les autres pays d'Europe, c'est quelques dizaines de milliers. Donc, on doit être aussi indulgent avec nous-mêmes. Il est logique que le conflit israélo-palestinien suscite des polarisations, des passions très fortes en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les canaliser, qu'il ne faut pas les réguler, mais nous partons de là. Nous partons de cette réalité socio-démographique qui est structurante. Il y a une explication, on pourrait dire, religieuse ou culturelle. Le Proche-Orient, c'est le berceau commun des trois religions monothéistes. Et on croit peut-être évoluer dans un monde qui est sorti des religions. Peut-être que vu de Nantes métropole, c'est un petit peu le cas. C'est vrai que nous sommes dans un pays qui est très largement déchristianisé. Mais ce n'est pas le cas pour le monde qui nous entoure. Ces trois religions monothéistes, elles représentent encore aujourd'hui, et malgré tout ce qu'on dit sur la Chine et l'Inde et la démographie indienne en particulier, c'est encore aujourd'hui plus de la moitié de l'humanité, pratiquement 60% de l'humanité, ce sont des chrétiens, des musulmans ou des juifs. Et donc, cette région, c'est le berceau spirituel de plus d'un habitant de la planète sur deux. Voilà une deuxième explication. Il y a une raison géopolitique, strictement géopolitique. C'est la communauté internationale qui a généré et paramétré le conflit israélo-palestinien dès l'origine. Elle en a donc la responsabilité. Elle ne peut pas se défausser. À la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations confie à la Grande-Bretagne un mandat pour faire exister le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Palestine. En 1947, l'Organisation des Nations Unies récupère le mandat de la Grande-Bretagne, qui a échoué et qui dit à la communauté internationale « nous vous rendons notre mandat ». Et l'Organisation des Nations Unies décide de voter un plan de partition en 1947. Donc, ce conflit israélo-palestinien, il a toujours été dans le berceau de la communauté internationale en tant qu'institution et dans le berceau du droit international. C'est un conflit matriciel pour la communauté internationale. Elle ne peut pas se défausser, elle ne peut pas échapper à ses responsabilités. C'est la troisième explication. Il y a toute une série d'explications, on pourrait dire, plus largement historiques. Les croisades, c'est un moment important. D'autres moments où, effectivement, l'Europe, les puissances européennes, se sont mêlées des intérêts divers des populations du Proche et du Moyen-Orient. Si on parle des croisades, je le raconte dans cette bande dessinée, le massacre
des populations civiles de Jérusalem en juillet 1099 par les croisés n'ont pas grand-chose à envier avec ce qui arrive aujourd'hui. Quand les croisés arrivent à Jérusalem, ils massacrent non seulement, évidemment, tous les musulmans, ça va de soi, tous les juifs, ça va de soi, mais aussi tous les chrétiens non catholiques. C'est-à-dire, en fait, pratiquement tout le monde, à l'arme blanche. Plusieurs dizaines de milliers de morts à l'arme blanche en quelques jours. Ces souvenirs-là, ils restent. Et tout le monde a entendu parler, évidemment, des croisades. Il y a des facteurs historiques plus récents. Il y a l'histoire coloniale. La frontière qui sépare aujourd'hui Israël et le Liban, c'est la frontière qui séparait le mandat français au nord et le mandat britannique au sud. Et d'ailleurs, le terme même de Proche-Orient, vous le savez peut-être, vous le savez sans doute, est un terme en fait qui nous vient du Colonial Office britannique. Le Proche-Orient, c'est l'Orient qui nous est le plus proche, vu depuis Londres, vu depuis le gouvernement britannique. Le Proche-Orient d'abord, puis le Moyen-Orient, on va dire le Golfe, puis l'Extrême-Orient. C'est ce qui est le plus loin. Donc, le toponyme lui-même signale que c'est une région, d'une certaine manière, européenne. En tout cas, elle est vue depuis des intérêts européens. On ne peut pas s'en laver les mains. L'histoire, évidemment, des colonisations et des décolonisations a ensuite fait rejouer ces histoires plus anciennes. Il y a des explications géographiques. Regardez une carte et géomaritime. Souvenez-vous de la guerre de Suez en 1956. Le canal de Suez, creusé par un certain Ferdinand de Lesseps avec des capitaux français, qui a provoqué une guerre, parce que les Français et les Anglais ont essayé de contrecarrer la nationalisation voulue par Nasser, par l'Égypte. Le canal de Suez, aujourd'hui, c'est 30% du trafic conteneur mondial, mais c'est pratiquement 60% du trafic conteneur entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Quand les Houthis se mettent à bombarder des porte-conteneurs dans le canal de Suez, ils sont en capacité de bloquer 60% des conteneurs qui relient, par exemple, la ville de Nantes aux méga-usines de l'Asie du Sud-Est. Donc, même si ce n'était pas pour des raisons éthiques ou morales, même si c'était pour des raisons purement pragmatiques, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous mobiliser pour empêcher l'embrasement dans cette région. Il y a un facteur énergétique, évidemment, c'est celui que sans doute que vous avez tous en tête. Il y a encore un tiers de la production de pétrole, de l'extraction de pétrole qui vient du Moyen-Orient. Et nous ne sommes pas, chère Madame la maire, dans une économie encore totalement décarbonée. Donc c'est encore évidemment, comme vous le savez, un facteur de déstabilisation potentielle très important. Et puis je terminerai avec une explication peut-être philosophique, juridique, éthique. L'Europe, c'est le cadre d'un génocide qui a marqué l'histoire de l'humanité, l'extermination des Juifs d'Europe, la Shoah. Et donc, l'Europe a une responsabilité historique particulière pour que ça ne se reproduise pas. J'aborde là un sujet éminemment polémique, rien que le mot génocide. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la pédagogie. En 2 phrases, si l'on veut apaiser ce débat, on peut le faire en 2 ou 3 phrases. Premièrement, la Convention de 1948 s'intitule Convention pour la prévention et la répression du génocide. C'est le seul crime pour lequel le droit international a créé un tribunal spécialement dédié à la prévention du crime. Et ce tribunal a le devoir d'intervenir s'il considère qu'il y a un risque ou même une intention génocidaire. Donc c'est une exception en droit. Normalement, vous n'avez pas le droit d'intervenir avant qu'un crime soit commis.
même si vous avez l'intention de le commettre. Si je peux prouver que Pascal Boniface veut voler une voiture la semaine prochaine, et même s'il me dit oui, il en a l'intention, je ne peux pas l'arrêter. Ce n'est pas Minority Report. Il faut que la faute ou le crime ou le délit soit commis pour que le droit puisse intervenir. D'accord ? On a considéré après la Deuxième Guerre mondiale que le crime de génocide était trop grave pour qu'on attende qu'il soit commis avant de pouvoir intervenir. Et donc on a créé une Cour internationale pour la prévention du crime de génocide. Et donc vous voyez bien que la question qui est posée aujourd'hui à la Cour internationale de justice, ça n'est pas en réalité est-ce qu'il y a un génocide en cours ? Ça, on le saura dans quelques années, quand, j'allais dire, malheureusement, tous les corps seront sortis des décombres. La question, c'est est-ce qu'il y a un risque génocidaire et une intention génocidaire ? Et la réponse est factuellement oui, parce qu'il y a des responsables politiques et militaires israéliens qui ont dit publiquement, par exemple, qu'ils étaient favorables, je cite le ministre de la Sécurité nationale, à la déportation massive des habitants de Gaza. Parce que le ministre de l'économie, Bezalel Smotrich, a dit ce qui serait idéal, c'est qu'on arrive à 100 ou 200 000 habitants à Gaza. C'est-à-dire qu'il faudrait en expulser plus de 2 millions. Et c'est aussi parce que le crime de génocide, selon la Convention de 1948, dont Israël est signataire, ce crime de génocide a reçu une définition extensive. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la Shoah est une exception dans l'histoire génocidaire et dans l'histoire juridique du concept de génocide. Pour dire les choses de façon très triviale, ce n'est pas la peine d'en arriver là. Et donc, on n'a pas à comparer ce qui arrive à Gaza et ce qui est arrivé aux Juifs d'Europe. Et si on le fait, on est malhonnête. Et on est volontairement, a priori, je le pense, dans la provocation. Donc voilà quelques premières explications, vous voyez, assez simples, assez basiques, assez frontales, assez factuelles, qui vous permettent de vous dire « Ah ben oui, c'est assez logique finalement qu'on parle un peu plus du Proche-Orient que des Ouïghours. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste, hein. Je suis en train de dire que c'est logique. Et je suis en train de dire que l'Occident, en général, et l'Europe en particulier, a une responsabilité particulière par rapport au conflit qui s'y déroule. Donc c'est logique. Et en préparant cette leçon inaugurale, j'ai voulu aussi me situer dans l'événement de ces journées qui vont suivre, pour vérifier que oui, le Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien étaient bien un conflit matriciel qui avait à voir avec l'essentiel des enjeux géopolitiques. Et donc je me suis amusé d'une certaine manière à vérifier avec le thème des différentes tables rondes. Alors la première, qui aura lieu cet après-midi, entre fracture et recomposition, quel nouvel ordre mondial ? On comprend bien que ce qui se passe aujourd'hui en Israël, à Gaza, en Palestine, en Cisjordanie, au Liban, met en cause l'ordre mondial généré après la Deuxième Guerre mondiale. Et on comprend bien que le Premier ministre israélien fait le pari, et je ne sais pas s'il se trompe ou s'il a raison, fait le pari que le règne du droit, c'est terminé. Poutine fait le même pari. Trump fait le même pari. Bolsonaro faisait le même pari. Il y a, parmi les dirigeants actuels, des dirigeants qui font le pari que tout ça est terminé. Le règne du droit, c'est terminé. Est venu le règne de la force et de la loi de la jungle. Et donc nous serions un peu comme les dinosaures de moment juste avant l'extinction. On n'a pas vu que la comète avait été tombée et en fait on est condamné. Je ne le pense pas. Je pense que nous sommes à un point de bascule. Je pense que ça n'est pas écrit. Nous ne savons pas si Kamala Harris sera dans le bureau ovale en janvier prochain ou si ce sera Donald Trump. Nous avons vu Bolsonaro
prendre le pouvoir, nous avons vu Lula revenir au pouvoir. Toutes ces situations sont réversibles. Donc, ce futur ordre ou désordre mondial, il n'est pas écrit, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il se joue en partie en Israël-Palestine. La table ronde migration et déplacement. Il y a 100 000 Israéliens, civils israéliens, qui ne peuvent plus dormir chez eux depuis le 8 octobre dernier. 100 000 Israéliens, à l'échelle de la France, ça correspondrait à 1 million de personnes. Hein. Quand vous regardez la télévision, quand vous avez 200 ou 300 personnes qui dorment dans un gymnase parce qu'il y a des inondations dans le nord de la France, ce qui est tout à fait normal, ça fait les gros titres. Imaginez s'il y avait 1 million de réfugiés français à l'intérieur des frontières. Et c'est le cas depuis pratiquement 1 an. Il y a 200 000 Libanais qui ont dû évacuer également leur logement, des civils, hein, au sud Liban. À peu près 100 000 pendant la première année et pratiquement 100 000 ces derniers jours. On a appris que 30 000 d'entre eux étaient partis en Syrie. Vous vous rendez compte ce que ça dit de la situation? Des Libanais qui vont se réfugier en Syrie. Il y a 6 millions de réfugiés syriens à travers le monde aujourd'hui, depuis la guerre civile en Syrie. Les Syriens représentent 1/4 des réfugiés dans le monde, dont 1 million en Europe. Il y a 1 million de réfugiés syriens en Europe, et pour la bonne information de tous, ils sont 900 000 en Allemagne et un petit peu moins de 10 000 en France. Donc, c'est évidemment un sujet qui est majeur. La Russie de Poutine, c'est la table ronde de cet après-midi, 17h, la Russie de Poutine, la guerre jusqu'où? Qui ne voit pas que la guerre en Ukraine est reliée de plusieurs manières à ce qui se passe au Proche-Orient, entre Israël, la Palestine et le Liban? De 2 façons au moins. D'abord, les armes américaines qui pleuvent sur Gaza et sur le Liban aujourd'hui, ce sont celles qui ne sont plus livrées à l'Ukraine depuis le mois de novembre dernier. Et c'est en partie ce qui a fait plier le front ukrainien, précisément en novembre-décembre dernier. Premier lien, ce sont les mêmes armes. Deuxième lien, le droit. Pourquoi est-ce que la communauté internationale considère que le peuple ukrainien a le droit de se battre? Parce qu'il lutte contre l'occupation d'une partie de son territoire. En droit international, on n'a pas le droit de s'emparer d'un territoire par la force. Ça a valu 2 guerres en Irak, par exemple, suite à l'envahissement du Koweït. C'est l'alpha et l'oméga du droit international. Comment est-ce qu'on pourrait continuer de tenir cette ligne, y compris au Conseil de sécurité, où la Russie a un droit de veto pour l'Ukraine, si on est incapable de tenir cette même ligne pour la Cisjordanie et pour Gaza? Je rappelle qu'en droit international, Gaza est et reste un territoire occupé, y compris après le départ des colonies en 2005, à partir du moment où toutes les frontières sont gardées par l'armée israélienne. L'intelligence artificielle, un bien commun démocratique, point d'interrogation. Oui, bien commun démocratique ou arme de guerre. Vous savez peut-être que ce qui a permis un tel déluge de feu sur Gaza ces derniers mois, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. C'est l'IA qui a généré automatiquement, en fait, des cibles à Gaza, et c'est ce qui a permis, en fait, à l'armée israélienne de tirer un tel tonnage d'obus comme on ne l'avait jamais vu. Médias et propagande d'extrême droite. Oui, bien sûr, le conflit israélo-palestinien est aussi un conflit d'information, un conflit médiatique. Et les Israéliens l'ont bien compris, puisque depuis le 7 octobre, il n'y a pas un journaliste occidental qui a pu pénétrer dans Gaza. Il n'y a pas d'agence de presse internationale à Gaza, et que par ailleurs, plus de 130 journalistes locaux y ont été
y ont été tués. Il y a donc une dissymétrie dans cette guerre de l'information. En tout cas, les acteurs en sont tout à fait conscients. États-Unis, le basculement à nouveau. Évidemment, les élections américaines entrent dans cette équation extrêmement difficile. On sait bien que Kamala Harris n'a pas forcément le même positionnement que Joe Biden. Elle n'est pas de la même génération. Elle n'a pas forcément la même loyauté, j'allais dire spontanée, évidente envers Israël. Elle a des comptes à rendre à une base démocrate qui est de plus en plus jeune, qui est de plus en plus critique envers la politique israélienne, y compris ce qu'on appelle parfois le vote juif américain, et qui, vous le savez sans doute, à 85%, les juifs américains votent démocrate. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent massivement Donald Trump, ce sont d'authentiques antisémites qu'on appelle les chrétiens évangélistes. Les BRICS et l'Afrique, oui, le Sud global, évidemment, à voir avec le conflit israélo-palestinien en cours. Et vous savez que c'est l'Afrique du Sud qui a pris la responsabilité de déposer devant la Cour internationale de justice un premier document pour mettre en garde contre le risque génocidaire. Les guerres hybrides, ça c'est une table ronde de samedi 28. Guerres hybrides déstabilisées pour mieux régner. Les cyberattaques. Et ce qui s'est passé au Liban en début de semaine, en début de semaine dernière, pardon, l'explosion des beepers, l'explosion des talkie-walkie, une ligne rouge a été franchie. Tout le monde a applaudi à la prouesse technologique et à la prouesse de renseignement. C'est tout à fait vrai, c'est une prouesse technologique. Mais transformer un objet civil que nous avons tous dans la poche en arme de guerre, létale, alors ça c'était déjà fait pour quelques unités, mais à cette échelle-là, 5000 objets civils piégés, ça ne s'était jamais fait. Et c'est évidemment extrêmement inquiétant pour l'avenir. Peut-être que certains ont applaudi quand c'est les membres du Hezbollah qui sont visés. Imaginez si Poutine se met à pirater les téléphones de certains dirigeants ou de certains soutiens de la cause ukrainienne. Et puis, je terminerai avec la table ronde sur démocratie, dictature, MeToo réalité. C'est vrai que la frontière s'estompe. C'est vrai qu'on a du mal parfois à parler du Hezbollah comme d'un acteur politique au Liban, parce que la branche militaire du Hezbollah, c'est une organisation terroriste en droit international. Ils utilisent l'arme de la terreur, non seulement au Liban, mais en dehors des frontières. Et la branche politique du Hezbollah participe de la démocratie libanaise, de la fragile démocratie libanaise et des équilibres électoraux si difficiles à atteindre au Liban. Et puis on sait aussi qu'Israël est en train de rejoindre, et sur la voie de rejoindre ce qu'on appelle les démocraties illibérales, avec des tendances théocratiques de plus en plus assumées. Il y a une dernière table ronde qui évidemment a à voir avec notre sujet, c'est comment la diplomatie peut intervenir dans un monde imprévisible. Moi, je ne suis pas de ceux qui ironisent sur la diplomatie et sur les diplomates. Si on n'avait pas eu Anthony Blinken depuis le 7 octobre, peut-être que la situation serait pire au Proche-Orient. Et il faut toujours avoir en tête, il faut toujours juger les diplomates, non seulement peut-être à ce qu'ils arrivent parfois à accomplir, mais aussi et peut-être surtout à ce qu'ils arrivent à empêcher. Alors c'est beaucoup plus difficile à vendre, quelque chose qui n'est pas arrivé. Mais les diplomates travaillent beaucoup pour empêcher que le pire arrive ou retarder le pire. C'est leur travail et sans eux, sans doute que depuis le 7 octobre, la situation serait encore pire. Je vais terminer en abordant l'actualité la plus brûlante et l'avenir, processus d'apaisement ou processus d'embrasement. Effectivement, Madame la maire l'a dit, nous ne pouvons plus parler de processus de paix. Il est mort et enterré depuis bien longtemps. Et nous qui étions sur le terrain, on le savait depuis plusieurs années.
Le processus de paix est mort et enterré, le camp de la paix avec lui. Nous sommes dans un processus d'escalade, d'embrasement, mais au moins, dans nos démocraties occidentales encore préservées de la guerre civile, on doit essayer de construire un processus d'apaisement. Ça, c'est pour ce qui nous concerne. Et puis sur le terrain, je ne peux pas faire de prédiction, je vous l'ai dit. Peut-être que pendant que je parle des choses imprévisibles et qui, encore une fois, échappent aux acteurs, ne croyons jamais que les acteurs, que ce soit Nasrallah, que ce soit Netanyahou, que ce soit Biden, que ce soit Yahya Sinwar ou le président iranien Pezeshkian, ne croyons jamais qu'ils maîtrisent la totalité des paramètres. En particulier quand les armes parlent. À partir du moment où les armes parlent, l'erreur de tir est toujours possible. Et donc l'embrasement peut arriver d'une minute à l'autre. Et nous en sommes exactement là. Donc on ne peut pas faire de prévision. Ce qu'on peut simplement faire, c'est s'interroger sur qui a intérêt à l'embrasement et qui a intérêt à la désescalade. Ça, on peut le constater. Yahya Sinwar et Benjamin Netanyahou ont intérêt à l'embrasement, tous les deux. Et c'est pour ça que j'ai écrit il y a quelques jours qu'ils étaient dans une forme de complicité criminelle pour espérer cet embrasement. Sinwar a besoin de desserrer l'étau sur les tunnels de Gaza. Netanyahou a besoin d'un embrasement régional, premièrement pour faire oublier le fiasco du 7 octobre, deuxièmement pour rassembler son opinion publique autour de lui, consolider sa coalition, rester au pouvoir, échapper à la prison et accessoirement favoriser son meilleur ami Donald Trump, parce que s'il y a embrasement régional dans les jours qui viennent, les États-Unis, vu les données géopolitiques lourdes, n'auront pas le choix que de faire décoller leurs avions depuis leur porte-avions. Et la base électorale démocrate est beaucoup plus divisée sur la question que la base électorale républicaine. Donc s'il y a embrasement, ipso facto, c'est Donald Trump qui sera favorisé. Donc vous voyez, c'est une équation simple. Sinwar et Netanyahou ont intérêt à l'embrasement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux acteurs majeurs qui ont intérêt à la désescalade. C'est le Hezbollah et l'Iran. On le voit, on l'observe, et on n'est pas en train de dire que le Hezbollah et l'Iran, ce sont des bisounours. On est en train de dire qu'ils n'ont pas, aujourd'hui, intérêt à l'escalade. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah, sa fonction, c'est de protéger le programme nucléaire iranien. Et c'est ça la ligne stratégique iranienne. Et donc, ça n'est pas le moment de risquer la survie, finalement, du programme nucléaire iranien pour une guerre en Israël-Palestine qui reste, malgré tout, pour l'Iran, une guerre ponctuelle. Je vais terminer en disant un mot, effectivement, des sociétés civiles. Un des moyens d'apaiser le débat, c'est aussi de réussir à démontrer, comme ça a été dit avec cette belle citation de Paul Valéry, que les sociétés civiles, toutes les sociétés civiles, à Gaza, en Cisjordanie, en Israël, au Liban, les chiites, les chrétiens maronites, n'ont pas forcément les mêmes intérêts vitaux que les calculs tactiques de leurs dirigeants. En Israël, il y a des centaines de milliers de manifestants toutes les semaines qui manifestent pour la libération des otages, qui accusent leur propre Premier ministre de protéger, je cite Benny Gantz, un ancien ministre israélien, protéger sa coalition plutôt que sa population, et des chiffres qui disent beaucoup de la souffrance incroyable et de l'effondrement psychologique qui est en train de traverser la société civile israélienne. 38% des médecins israéliens qui sont en train de terminer leurs études, 38%, ont annoncé qu'à la fin de leurs études, ils quitteraient le pays. Ça, c'est ceux qui l'ont dit explicitement. Vous imaginez qu'il y en a beaucoup qui doivent y penser sans le dire. Au même moment, on apprenait que l'armée israélienne recrutait des demandeurs d'asile soudanais pour aller combattre à Gaza. Une société qui voit partir ses médecins et qui se met à recruter des demandeurs d'asile pour aller combattre, c'est une société qui va extrêmement mal et qui est en train de trembler sur ses bases. Et évidemment, la société civile palestinienne, les sociétés civiles palestiniennes, je terminerai là-dessus, 42 000 morts localisés et identifiés. Il y en a beaucoup plus, évidemment, sous les décombres. 42 000 morts à Gaza en un an, c'est 40 fois plus que le nombre de morts total palestiniens de la première intifada.
en 5 ans. La première intifada, 1987-1992, 1000 morts palestiniens. Vous avez 40 fois plus de morts en 1 an qu'en 5 ans sur seulement un tiers de la population. Faites le calcul. 40 fois 5, 200 sur un tiers de la population. 600. Ce qui se passe à Gaza est 600 fois plus meurtrier pour le peuple palestinien que la première intifada. Et je terminerai encore une fois en comparant ces chiffres avec la situation française, parce que je pense que c'est une façon aussi d'apaiser. Les 40 et quelques mille morts de Gaza en moins d'1 an correspondraient en France à 1,5 million de morts. On ne parle pas des blessés graves, des personnes amputées. 1,5 million de morts, dont 1 million de femmes et enfants. Voilà quelle est la situation. Et là-bas aussi, les forces vives quittent le pays quand elles le peuvent par l'Égypte ou même parfois vers l'Europe avec le programme PAUSE. Donc voilà, j'en termine avec la date du 7 octobre qui est devant nous, dans 10 jours. Le 7 octobre, ce sera un triste anniversaire. Ce sera un moment de commémoration. Commémorer, ça veut dire se souvenir ensemble, se rassembler. Et je crois que tout l'enjeu du 7 octobre, ce sera à la fois de penser aux civils israéliens massacrés par les terroristes du Hamas le 7 et le 8 octobre, 800 civils, et aux 42 000 morts à Gaza et aux 1500 morts au Liban depuis une dizaine de jours. Ce sera de se souvenir que et les Israéliens et les Palestiniens font face à un risque existentiel majeur. Il est physique, il est immédiat, il est vital pour les Palestiniens, mais je l'ai dit, il est juridique, il est géopolitique, il est différé pour les Israéliens. C'est ma conviction la plus profonde. Et je terminerai enfin pour dire que le rôle de l'historien, je crois, c'est ni de prédire l'avenir, ni d'habiller scientifiquement la petite musique sur un conflit sempiternel, insoluble, immuable. Ça consiste plutôt à ouvrir le champ des possibles et à rappeler que toutes les identités religieuses ou communautaires sont provisoires, éphémères et donc réversibles. Toutes les conflictualités, tous les conflits également. Voilà, je vous laisserai sur cette faible lumière d'espoir. Je vous remercie.